tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques d'hiver, pour revenir sur cette journée du 16 février. On commence à attaquer la fin de ces Jeux Olympiques d'hiver, ça commence à se ressentir, notamment par plusieurs paramètres. Comme vous le voyez, il y a quand même eu beaucoup moins de compétition aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de temps mort, et puis ça va pas s'améliorer dans les jours à venir. On est sur les derniers jours, le ski commence à se terminer, les épreuves freestyle également, je crois qu'il reste plus que le ski cross désormais, et puis on sent que voilà, on est sur les derniers jours de compétition. Voilà, c'est beaucoup moins intense que lors des dernières journées, c'est beaucoup plus calme. On a eu encore une nouvelle médaille d'or, on reviendra là-dessus lors du bilan des Bleus. On parlera également des autres résultats, des sports collectifs. On commence en curling, on attaque la fin des round robin, on attaque les quarts de finale, enfin les demi-finales à partir de demain. Du côté du hockey sur glace, on avait les quarts de finale masculins. On regardera également le programme de demain et puis on regardera le tableau des médailles, parce qu'hier j'ai oublié de le faire. C'est l'affaire Valieva, ça. Et puis j'ai dû réenregistrer ma vidéo parce que j'ai eu un petit problème technique, bien entendu. Quand il n'y a pas un petit problème technique par jour, c'est pas drôle. Donc voilà, j'ai oublié de faire le tableau des médailles, donc on reviendra sur le tableau des médailles. Non, en plus. Non, c'était pas Valieva hier. Si, c'était Valieva, je ne sais plus. Mais j'ai oublié de le faire, vraiment, j'ai oublié de le faire. Ce tableau des médailles. Non, c'était il y a 2 jours, je crois, le problème technique. Quand j'ai enregistré pendant 30 minutes et puis qu'après, paf, en fait, ça n'enregistrait plus parce que l'encodeur d'OBS avait décidé de me mettre en PLS. Bon, et ben on commence tout de suite cette vidéo. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que cette vidéo peut les intéresser. Et puis, on commence tout de suite par les résultats des Bleus et par cette magnifique médaille d'or de Clément Noël en slalom. Slalom qui s'est déroulé dans plutôt des très bonnes conditions. C'est vrai que j'étais un peu inquiet parce que on avait vu notamment sur le slalom du combiné vraiment la piste se marquait. Il y avait pas mal de trous dans la piste. Là, la piste avait été mieux préparée. Et puis un énorme Clément Noël, deuxième manche, il faut le dire. Il finit 6e de la première. Il remporte assez largement la deuxième. Il fait surtout un énorme milieu de parcours. C'est-à-dire que d'un coup, son avance passe de 30 centièmes à 76 centièmes. Voilà. Il a fait une troisième section exceptionnelle. Vraiment. Et puis sur la fin, il déroule. Mais bon, il a été phénoménal. Phénoménal par rapport à Jouleux. 86 centièmes quand même par rapport à Jouleux. Alors chapeau sur cette course, parce que il fallait avoir les nerfs solides, surtout pour un Clément Noël qui ne faisait que le slalom sur ces Jeux Olympiques. C'est-à-dire que c'est difficile dans la discipline où vous avez, dans les épreuves, vous avez plusieurs disciplines, on va essayer de s'exprimer correctement, et que vous venez que pour une seule compétition, quoi, un seul jour. Quand vous êtes sur une discipline et qu'il y a plusieurs épreuves, parce que c'est dans ce sens-là, par exemple la discipline du short track, imaginons que vous venez que pour l'épreuve du 1500 mètres. C'est compliqué parce que vous voyez tous les autres concourir tous les jours, et vous êtes concentré sur un seul objectif. Quand vous êtes concentré que sur l'individuel en biathlon, c'est pas simple d'être au rendez-vous le jour J, ou quand vous êtes que spécialiste des très longues distances en ski de fond et que vous attendez le dernier jour pour concourir. Clément Noël, il s'est un peu retrouvé dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il voyait Pinturo, il voyait Tessa Worley, il voyait tout le monde dans l'équipe, et puis lui, il vient que pour le slalom, quasiment. Et il a fait un très très beau résultat, une très très belle course. Enfin vraiment, regardez sa deuxième manche sur la deuxième partie de course. C'est costaud quoi, ce qu'il fait en termes d'engagement, parce que 2-3 fois il est quand même à 2 doigts de partir à la faute. En termes d'engagement, en termes de prise de risque, c'est vraiment sensationnel ce qu'il a fait. C'est la deuxième médaille d'or. Alors je crois qu'il y a eu une erreur. Slalom or 2002. Bien entendu, ça me met pas le résultat. Alors, oui, parce que j'ai mis 2022 comme un con. Hop, 2002, c'était Jean-Pierre Vidal qui avait été, parce que j'avais un doute, c'était bien Jean-Pierre de nom. Mais Jean-Pierre Vidal, voilà, qui avait été champion olympique en 2002 à Salt Lake City. Il y avait Sébastien Armé qui avait pris la deuxième place. La course avait été assez dingue
sur le slalom 2002 parce que eux aussi ils étaient, enfin voilà, ils avaient fait une grosse remontée en deuxième manche et il y avait eu le départ de Kostelic, de Bodemiller qui s'était planté et je me souviens, j'ai revu les images que vous pouvez trouver sur YouTube, vous pouvez trouver la fin du slalom quand ils prennent la médaille de un peu des conditions climatiques étaient très mauvaises ce jour-là, sous la neige. Alors c'était en plein après-midi à Salt City, donc je pense que c'était en soirée en France. Mais voilà, ils avaient fait vraiment une très très belle course ce jour-là. Et à la différence de Clément Noël, c'est qu'eux, c'était un peu des surprises ce jour-là, alors que Clément Noël, c'est quand même pas une surprise, même si ce slalom est extrêmement ouvert. Il faut quand même le dire, cette épreuve du slalom, vous aviez 10, 15 concurrents qui pouvaient prendre cette première place. Je pense notamment à Christophersen, à du Loïc Meillard, à du Linus Strasser. Voilà, il y avait du monde au balcon sur cette compétition et il a vraiment fait une très très belle performance et il faut le saluer. C'est vraiment bien ce qu'il a fait le Français, bien entendu champion olympique. Alors Pinturo 16e. Bon, Pinturo, il traverse ses Jeux Olympiques difficilement quand même, hein. On va pas se mentir. La deuxième manche est pas folle, la première elle était très loin. C'est compliqué ces Jeux Olympiques. Il passe à côté Pinturo, mais il l'a dit, hein, même la saison a été compliquée pour Pinturo parce qu'il y a eu quand même peu de moments où il a été très performant. J'ai oublié de dire qu'il s'impose devant Johannes Strauss, qui est un peu le seul Autrichien qui performe en ce moment sur ces Jeux Olympiques, et Sébastien Foss-Solevag qui termine troisième. Et parmi les coureurs qui se sont un peu plantés sur cette course, on a Manuel Feller qui a abandonné dès la première manche, notamment, qui est un peu la grosse déception. Trevor Philippe également, le Canadien, qui a pas réussi à passer non plus. Voilà, après c'était surtout les concurrents, on va dire, des pays un petit peu hors de l'Europe qui ont eu du mal. Mais voilà, très belle performance de Clément Noël, très belle médaille d'or pour lui. Et maintenant, à part le titre de champion du monde, il ne restera plus grand-chose à Clément Noël et le petit globe. Voilà, maintenant, c'est pas grand-chose, c'est quand même difficile à tout remporter. Bon, on va passer du côté des épreuves où ça a été moins la folie, hein, par contre, parce que aujourd'hui, il y a eu le titre de Clément Noël. Et puis, il y a eu quand même des grosses déceptions. On va commencer par le biathlon féminin. Alors, déception du côté du biathlon féminin. Bon, on en avait parlé dans les commentaires. Moi, j'avais dit, j'étais très inquiet par rapport à Justine Brezaz. Parce que j'avais un peu peur que Justine Brezaz, qu'elle n'avait pas fait la poursuite, elle s'était pas rassurée. C'est vrai, donc j'avais un peu peur. On aurait pu dire la même chose d'Anaïs Chevalier, parce qu'elle aussi elle n'avait pas joué la poursuite, et Anaïs Chevalier elle est passée à côté de sa course, très clairement. Justine Brezaz, le tir était pas mal. Le problème c'est qu'en temps de ski c'est catastrophique. Et ensuite Julia Simon, elle revient, elle tente de revenir, mais elle a un dernier tir très compliqué. Où je pense que aussi pour Julia Simon ça craque dans la tête sur le dernier tir, ça avoue que le podium sera plus jouable et elle craque complètement. J'ai avec la seule qui a été véritablement à son niveau, c'est Anaïs Vescon encore, qui pour moi a fait sa course. Voilà, bon, elle a un deuxième tir un peu plus compliqué, mais je trouve qu'elle fait sa course. Voilà, elle termine à une quinzaine de secondes des filles de tête, donc c'était plutôt pas mal. Le problème, ça a été Anaïs Chevalier qui est passée à côté. C'est fou quand même, Anaïs Chevalier, parce qu'elle gagne l'individuel. Enfin, elle finit deuxième de l'individuel. Elle finit deuxième également du relais mixte. J'ai l'impression qu'après l'individuel, je sais pas si elle a pas digéré sa médaille, je pense. Ou je sais pas, il y a un truc qui s'est passé mentalement. Parce que j'ai l'impression qu'elle est pas là en fait, Anaïs Chevalier. Alors il y a encore la Mastart. On verra, mais j'ai l'impression qu'elle était pas là encore dans ce relais. Oui, son tir, il est pas bon, très clairement sur la course. C'est vraiment pas suffisant. Et puis ça met le relais en difficulté. Mais de toute manière, à partir du moment où on a pris le tour de pénalité devant,
elles ont pas fait d'erreur, quoi. Que ça soit la Suède a été incroyable. La Suède, c'est 6 balles de pioche. L'Allemagne, c'est 6 balles de pioche. Donc c'est rien, 6 balles de pioche, c'est pas grand chose. Même la Russie qui fait un tour de pénalité, il y a que 7 balles de pioche pour la Russie. L'Italie, c'est 5 balles de pioche et ils finissent 5e. C'est dommage que du côté de l'Italie, il manque une 4e relayeuse, quoi, très clairement. Mais la France, on fait 2 tirs de pénalité, 10 balles de pioche. Et la Norvège qui fait 2 tours de pénalité, 8 balles de pioche, finit à 50 secondes, nous on finit à 2,13. Donc en plus de faire ses erreurs au tir, s'il y a eu que les erreurs au tir, mais en temps de ski, on n'était pas là. Il faudra voir les jambes, mais c'est quand même... Enfin, je me disais ça quand même avec cette équipe de France. Je me dis qu'elle ressemble quand même beaucoup aux 4 mousquetaires au niveau du tennis. C'est-à-dire que ces filles-là, ça fait depuis 5 ans, 6 ans, pour la plupart, qu'on dit qu'elles performent quand même sur la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'elles sont capables de gagner des Coupes du Monde. Le problème de ces Françaises, c'est qu'il n'y a aucune régularité dans les résultats. Et comme les 4 fantastiques, enfin les 4 fantastiques, non, pas vraiment les 4 fantastiques, les 4 mousquetaires en tennis, qui ont eu des résultats, qui ont réussi à battre les meilleurs au monde, mais qui n'ont jamais eu la constance dans les résultats. C'est un peu ce qu'on leur a toujours reproché au tennis. Et elles me font absolument penser aux 4 mousquetaires. C'est-à-dire à Tsonga, Simon, Gaël Monfils, et puis après, le 4e, des fois ça changeait assez régulièrement, mais enfin Richard Gasquet aussi, voilà, pour les 4, on va dire la Dream Team. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ces filles-là, elles sont capables de battre les meilleurs au monde, le problème, c'est qu'elles sont pas capables de les faire régulièrement. Et le tir, là, c'était dur. Là, c'était... Et on peut pas dire que ça soit un problème d'entraînement, je dirais. Parce que les garçons ont à peu près le même entraînement. Parce que même s'il y a 2 entraîneurs différents, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en commun dans cette équipe de biathlon. Je pense que peut-être que c'est un problème de préparation mentale pour ces filles-là. Faut savoir qu'en équipe de France, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais il n'y avait pas de préparateur mental dans l'équipe de France de biathlon. C'était si quelqu'un voulait avoir un préparateur mental, il fallait qu'il le prenne par lui-même. C'est peut-être ça le problème de cette équipe de France, c'est mental. Mais là, c'est... Enfin, à part Anaïs Bescon qui a été à son niveau, elle était à son niveau du moment, je trouve que les 3 autres, c'était pas bien, quoi. On va maintenant revenir à la deuxième grosse déception du jour. Donc j'ai oublié de dire, donc la Suède s'impose avec les sœurs Oberg, Persson, Brorson qui ont fait également un très gros relais. Devant les Russes avec Kazakevich, Retsova qui a été encore très impressionnante. Mironova aussi qui était très impressionnante. Et puis Nigmatulina qui était un peu plus en difficulté mais quand même fait une belle course. Et puis les Allemandes, Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuss qui a fait des tirs mitraillettes, surtout le premier tir, il est incroyable de la part de Franziska Preuss. Et Denise Herrmann qui a peut-être été, avec Vanessa Hinz, les 2 les moins impressionnantes. Alors Franziska Preuss, alors elle a un peu craqué sur les skis. Par contre, le tir, elle a mis le tir mitraillette. Il y a eu Virer et elle au niveau du tir qui ont été impressionnantes. On avait également le sprint classique par équipe. Alors c'était en classique, j'avais dit sur un piste verte que j'avais dit que normalement ça devait être du skating. Pourtant j'avais vérifié sur 3 sites différents. Bon, j'ai raconté une connerie. C'était du skating. C'est vrai que au départ ça m'avait semblé bizarre que j'avais lu ça sur un premier site. Je vous le dis, parce que il me semblait qu'il y avait une alternance entre les différentes épreuves. Donc j'avais été voir sur un 2e site, sur un 3e site. Bon, ça me mettait toujours ça. Il semblerait que j'ai pas utilisé la bonne source. Ou peut-être qu'il faudrait que les sites arrêtent de se copier les uns avec les autres, parce que normalement, on dit toujours dans le journalisme, 3 sources, c'est bon. Là, ça n'a pas suffi. Et donc, les Français, c'est décevant. Alors Richard Jouve a fait du bon boulot. Le problème, ça a été Hugo Lapalus dans cette finale. Alors, je sais pas si c'était... On avait quand même l'impression que la glisse de Hugo Lapalus n'était pas très bonne. Vraiment, j'ai eu cette impression-là. Donc, est-ce que c'est un problème de ski ? Parce que le fartage, je dirais que sinon, ça n'aurait pas fonctionné non plus pour Richard Jouve. Donc, est-ce que c'est parce qu'il a une marque de ski différente que ça marche pas ? Enfin, je sais pas, mais Hugo Lapalus, il a été quand même en grande difficulté. Et il n'a pas réussi à faire la... Enfin, il était tout le temps en grande difficulté dès le 2e relais. Il n'arrivait pas à dépasser. Le premier relais, il est déjà en dernière position.
Le troisième relais, il est vraiment distancé pour lui. Et puis Richard Jouve, par contre, a été très bon. C'est ça qui est frustrant. Est-ce que c'était un bon choix de prendre Hugo Lapalu et de ne pas prendre Lucas Chanava? C'est aussi une question qu'on pourra se poser. Est-ce que c'était le bon choix, Hugo Lapalu, sur ce sprint? C'est plus un spécialiste de distance quand même d'habitude, donc voilà, c'est peut-être là l'erreur, hein. C'est peut-être au niveau de la sélection, mais bon, au niveau des skis, il y a eu un vrai problème au niveau du ski. C'est frustrant pour la France parce que après le sprint individuel, c'était vraiment une discipline où on s'attendait quand même à avoir des médailles. Et là, il y a quand même une grosse déception du côté du sprint français. Moi, j'avais dit, hein, après le Tour de ski notamment, je disais, bon, même si c'est du classique, parce qu'à un moment, on avait eu un doute et j'avais vérifié à ce moment-là, j'avais dit, même si c'est du classique, normalement, cette équipe de France, elle est capable d'être performante parce que je savais que Richard Jouve, c'était bon au classique. Puis je sais que maintenant, on a pas mal progressé dans ce domaine-là. Bon, c'est frustrant, c'est très frustrant, pareil un peu que le biathlon. Devant, victoire de la Norvège avec Valnes et Johannes Klebe. Johannes Klebe qui a fait... Alors, Johannes Klebe, autant j'avais dit après le sprint individuel, il avait été champion olympique, mais il n'était pas très en forme. Autant là, il a mis une mine dans la montée avant d'entrer dans le stade. C'était violent. Et puis deuxième, les Finlandais avec Niskanen et Maki, on pouvait s'attendre à ce qu'ils soient performants parce que bon, en classique. Et puis Bolshunov, Terrantev, troisième, il y avait vraiment une place pour déjà faire mieux que septième. Mais on n'est pas à notre place, je pense, parce que je pense que Bolshunov, Terrantev, on pouvait aller les chercher, je pense. Et Richard Jouve était vraiment excellent, mais Hugo Lapalu a été en grande difficulté, ce qui doit être très difficile à vivre, hein, je pense, pour Hugo Lapalu ce soir. Du côté des filles, l'objectif c'était d'aller en finale, elles ont été en finale. Voilà. Mélissa Gall, Lina Quintin, alors elles ont tout donné, donc ce qui fait qu'en finale ça a été beaucoup plus compliqué. Après, elles ont 22 et 23 ans. C'est des filles qu'on verra dans 4 ans. Moi, je vous dis un truc aujourd'hui. Vous me le ressortirez dans la gueule peut-être dans 4 ans. Si je fais toujours des vidéos sur YouTube. Moi, je pense très clairement que le ski de fond féminin dans 4 ans, on les verra avec au moins une médaille. Avec au moins une médaille en relais. Je pense qu'on fait un excellent travail en ce moment sur le ski de fond féminin. Il y a vraiment des très bonnes jeunes. Léna Quintin sur le sprint, ça va vite. Mélissa Gall, ça a l'air d'être performant aussi. Il y en a quelques-unes également de l'autre côté. Je pense à Delphine Claudel aussi, qui est pas extrêmement âgée. Je pense que ces filles-là, à un moment, vont pouvoir former très fort. La surprise du chef du côté du sprint féminin avec la victoire de Katharina Henning et Victoria Karl pour l'Allemagne. On s'attendait plutôt à une victoire des Suédoises avec Dahlqvist et Sundling, mais ça ne l'a pas fait. Donc belle performance des Allemandes. Et puis derrière, Julia Stupak et Neprayeva qui a remporté quand même pas mal de sprints en individuel. Du côté du classique, Neprayeva, dommage pour Jessie Diggins et Rosie Brennan qui prennent seulement la 5e place. Et puis pour Kertu Niskanen et Parmakovski. Mais là aussi, Parmakovski a été en difficulté par rapport à Niskanen sur ce sprint, j'ai trouvé. Et puis je termine avec la dernière course où il y avait des Français, des Bleus. C'était la dernière course de short track, c'était le 1500 mètres. Bon, le short track, ça a été quand même... Alors, je sais bien qu'on s'attendait pas à avoir des médailles, à part le relais mix, j'avais dit, où il y avait eu possibilité de médaille. Mais bon, ça a quand même été la débandade totale. Alors, je veux bien qu'on soit pas en capacité d'atteindre la médaille. Bon, malgré tout, on pouvait, je pense, faire beaucoup mieux du côté du short track. Même si je dis toujours qu'il n'y a pas assez de moyens dans cette discipline, ça a été quand même très décevant les résultats du short track par rapport à ce qu'on fait même en Coupe du Monde. Et pourtant le niveau entre Jeux Olympiques et Coupe du Monde, il est quand même proche, je trouve, dans cette discipline-là ou en patinage de vitesse. Donc ça a été très décevant. Donc Gwendoline Donné finit 6e et 6e place également pour Tiffany Huot-Marchand. Là il n'y avait pas suffisamment de jambes. Alors est-ce que c'est la récupération qui n'a pas été bonne? Bon, je ne sais pas. Et en finale, dans cette épreuve-là, on a un magnifique podium. On a les meilleures short-trackeuses au monde qui prennent la médaille. Donc avec Choi Min-jeong, la sud-coréenne, qui s'impose devant Ariana Fontana et Suzanne Schulting. Voilà, donc magnifique podium. Anne Desmet finit 4. Zandra Velzebauer, l'autre néerlandaise, finit 5e. Donc voilà, ça a été une belle course.
du côté du short track et du 1500 mètres. On passe aux autres résultats du jour. Du côté des médailles, il y avait le slopestyle homme où Antoine Adélie, je rappelle, s'était blessé juste avant les qualifications. C'est Alexander Hall, l'américain, qui s'impose devant Nicolas Goepper, qui fait 2. Troisième, Jesper Tscheder. Heureusement qu'on a retrouvé un petit peu les Américains, parce que sur les disciplines freestyle, on a plutôt vu les Chinois que les Américains. Drame au pays des X Games quand même, un petit peu. Donc les Nord-Américains et les Américains se sont imposés avec un 90-01 pour Alexander Hall et un 86-48 pour Gooper, 85-35 pour Tscheder, le Suédois. Il reste, du côté des slopestyle, je crois qu'il reste du halfpipe désormais du côté du ski acrobatique avec Kevin Roland. Ça sera, je crois, à partir de demain au niveau des qualifications. Il y avait également le saut acrobatique. Du côté des hommes, c'était la finale. Là aussi, la Chine a retrouvé son bien avec le titre pour Qi Guangpu, le chinois, devant Alexandre Abramenko et Ilya Bourov. Ilya Bourov qui a été, c'est vrai que j'étais un peu comme Marie Martineau, déçu parce que il a fait des très beaux sauts en qualif. Et puis, il a voulu assurer pour la super finale. Bon, ça, voilà, c'est un peu triste qu'il ait voulu assurer alors qu'il faisait 129,50 lors de la finale 1. Avec 5 vrilles, et il a décidé de n'en faire que 4 pour la super finale, donc c'est un peu triste de pas vouloir jouer la médaille jusqu'au bout. Je pense qu'il y avait un petit manque de courage de la part du Russe. Et puis il y avait également le relais 5000 mètres du côté du short track, et la victoire du Canada qui s'est imposée avec Charles Hamelin qui prend sa retraite sur une médaille d'or. Ça c'est toujours bien quand on prend sa retraite en étant au top, un petit peu comme Martin Fourcade. Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles et puis Pascal Dion qui étaient les 4 relayeurs de cette équipe canadienne qui a vraiment fait du très très bon travail. C'est surtout que les Coréens avaient un relayeur un peu moins fort que les autres et qui, à chaque fois qu'ils prenaient le relais, ils prenaient 2-3 longueurs. Et où une fois, 2 fois, les autres Sud-Coréens ont réussi à revenir sur les Canadiens, mais au bout d'un moment, c'était plus possible. Et puis les Canadiens en ont profité à ce moment-là pour accélérer encore le rythme et faire quand même un sacré relais. Troisième, les Italiens qui ont fini vraiment à la photo finish sur les Russes. Il y a même eu une chute. C'était très serré entre les deux pays. Puis du côté de la Chine, on est tombé. C'était un petit peu la douche froide du côté de la piste de Pékin. Et bien voilà, je crois qu'on a fait tous les résultats du jour, toutes les médailles du jour. On passe tout de suite au sport collectif. Alors hier, il y avait du hockey sur glace. On n'avait pas parlé de la phase de play-off du Canada qui s'est imposé face à la Chine. Ils menaient, je crois, 5-1. Ils ont gagné leur match 7-2 dans ce match de play-off. On continue avec les sports collectifs, avec le curling. C'était la fin c'est vraiment la fin des round robin. On arrive vraiment sur la fin des round robin. Alors il y a encore 4 matchs qui sont en cours. Pour le moment, Canada, Chine, 8-8. Suède, Russie, 6-5. Le Japon mène 9-7 face aux États-Unis. Pourtant, à un moment, il y avait 6-2 pour les Japonaises, donc les Américaines qui sont encore venues. Et puis Corée, Danemark, 6 partout. Ça, c'est les matchs féminins. Parmi les hommes, l'Italie a battu le Danemark pour finir son tournoi, la Grande-Bretagne a battu la Russie, la Chine a battu la Suisse, et puis le Canada avait battu les États-Unis ce matin. Et puis il y avait également les quarts de finale en hockey sur glace. Victoire de la Slovaquie sur les États-Unis, la grande surprise du jour, avec des Américains qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Alors, il faut savoir que les Américains n'avaient pas l'équipe type à cause d'un véritable problème, car la NHL n'a pas voulu libérer les joueurs. Je vous rappelle, c'est un peu comme la NBA. Les joueurs sont sous contrat du côté de la NHL. Ils n'ont pas voulu libérer les joueurs, ce qui, je trouve, est un petit peu dommageable. C'est comme si la NBA ne libérait pas les joueurs pour le tournoi d'été. Alors c'est vrai qu'après c'est compliqué parce que du côté de la NHL, c'est en plein milieu de la saison, en plein milieu pour les matchs pour arriver jusqu'en bout de saison à la Stanley Cup. Mais quand même, c'est un petit peu triste. Donc, ce qui fait que les Américains n'avaient pas leur équipe type et passe à la Slovaquie, ce n'est pas passé. La Slovaquie qui a joué crânement sa chance. La Russie a battu le Danemark 3-1. Finlande, Suisse 5-1. La Suisse qui a été assez inconstante quand même sur ce tournoi. Alors, ils ont fait un bon match de play-off hier, mais là, ils n'ont pas réussi à réitérer leur performance. Et puis, Suède-Canada pour le moment, 0-0, mais le match est toujours en cours.
Ça serait quand même là véritablement un tremblement de terre si les Canadiens ne passaient pas les quarts de finale. Et puis il y avait également le match pour la médaille de bronze du côté des filles. Et c'est la Finlande qui a battu la Suisse 4-0 dans ce match pour la médaille de bronze. On passe au classement pour le curling. Du côté du curling, la Grande-Bretagne, la Suède et le Canada sont qualifiés du côté des garçons. Il y a une dernière place qui se jouera entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis pour l'instant ont joué 8 matchs, 4 victoires, 4 défaites. La Chine en a joué 9, mais a 4 victoires pour 5 défaites. Donc si les Américains gagnent leur dernier match, les Américains iront en demi-finale. Et puis il y a la Russie également qui est à égalité avec la Chine, qui est dans la même situation que la Chine. Italie, Norvège, Suisse, 3 victoires, 5 défaites. Et puis le Danemark, 1 victoire pour 7 défaites, qui devrait finir bonne dernière de ce tournoi de curling. Et puis du côté des filles, la Suisse est qualifiée avec 7 victoires et une seule défaite. Suède, 5 victoires, 2 défaites, ça devrait le faire également pour la qualification. Le match, ça, je crois, sera entre le Canada, le Japon, Grande-Bretagne et États-Unis, en sachant que les Américains ne doivent pas perdre, un petit peu comme les Britanniques, pour rester dans le match pour la qualification. Sinon, ça sera le Canada et le Japon, la Russie, le Danemark et la Chine, comme la Corée. Ces 4 nations, elles ne peuvent plus se qualifier. On passe au tableau des médailles, tout de suite. Du côté du tableau des médailles, c'est la Norvège qui est en tête avec 28 médailles en tout et 13 médailles en or. Devant l'Allemagne avec 10 médailles d'or pour 20 médailles en tout. Et puis on a ensuite les États-Unis et la Chine qui se bagarrent pour la 3e place. Mais les États-Unis ont quand même un petit avantage parce qu'ils ont une médaille d'or en plus et surtout 19 médailles contre 13 seulement pour la Chine. Du côté de la France, 13 médailles, nous sommes 10e au classement, à égalité, je dirais, enfin juste derrière la Russie, mais la Russie qui a plus de médailles au global par rapport à nous. Je rappelle que nous avons donc 4 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 2 médailles de bronze en tout. Et nous sommes à 2 médailles de notre record, mais je rappelle qu'il y a le ski cross demain. Donc, potentiellement, il y a encore des possibilités de médailles du côté de l'équipe de France, même si on a raté des occasions aujourd'hui. On termine avec le programme de demain. Comme je vous le disais, on commence à être sur la fin de ces Jeux Olympiques, donc programme beaucoup moins dense. Il y aura le tournoi de curling homme qui continuera, et puis on aura le début des demi-finales, je pense, féminines. On aura le halfpipe femme en ski acrobatique. Il y aura la descente, le combiné, avec la descente à 3h30 et le slalom qui sera à 7h. Le halfpipe, ça sera à 2h30 pour les garçons. Le ski cross femme, les qualifications à partir de 4h30. Les finales à partir de 7h. Il y aura la finale femme du hockey à partir de 5h10. Entre le Canada et les États-Unis, il devrait y avoir un beau spectacle. Il y aura le combiné nordique avec la compétition par équipe à partir de 9h. Le 1000 mètres féminin en patinage de vitesse à partir de 9h30. Le patinage artistique avec le libre femme à partir de 11h et Valieva. Alors ça sera plutôt entre 13h et 15h, on va dire, le passage de Valieva. Et puis il y aura le combiné nordique avec la compétition par équipe, avec le relais masculin en ski de fond. Ça sera à partir de midi. Et puis le quart de finale en curling. Je rappelle que le combiné nordique, ça va être extrêmement simple. Donc les 4 concurrents vont sauter. On va prendre leur total de points. Et comme pour l'épreuve individuelle, on va prendre la table hongroise, c'est comme ça que ça s'appelle, et on va, en fait, un écart de points va se transformer en écart de seconde, et après, donc, il y aura l'écart au départ pour le premier concurrent sur le relais, et ensuite, on se passe des relais un petit peu comme au ski de fond. Là, c'est un peu plus habituel, on va dire, de ce côté-là. Je termine donc avec le programme des Français. Alors, avant, je regarde sélection combinée nordique. On va voir si j'ai la sélection. Donc pour le relais, pour demain, il y aura Roman Miradoli à Laura Gaucher, ça sera le ski alpin avec la descente, ça sera à 3h30 du matin. Il y aura Kevin Roland avec les qualifications du halfpipe à 5h30 du matin pour le co-porte-drapeau. Et puis il y aura la France en grand tremplin pour l'épreuve par équipe en combiné nordique avec donc normalement Mathéo Beau, Gaël Blondeau, Antoine Gérard, Laurent Mullenthaler et Edgar Vallée remplaçant. Donc je ne sais pas si on le fait rentrer pour l'épreuve par équipe, mais normalement ça sera Antoine Gérard, Gaël Blondeau, Mathéo Beau, Laurent Mullenthaler. Je pense que ça peut jouer entre Edgar Vallée et Gaël Blondeau pour la dernière place, vu que Gaël Blondeau n'a pas forcément fait jusqu'à maintenant des très beaux sauts dans la compétition individuelle.
Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette... Et donc ça sera à partir de 9h pour le saut. Je sais plus si je l'ai dit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mérites Production. Ciao, ciao!